On ne peut survivre sans l'esprit. Êtes-vous là? Allez-vous agir? Let's reconnect. Y aurait-il une géométrie du réel? Reconnect us to the earth. Bienvenue dans Géométrie du réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Alors, bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Pascal Godbillon, qui est donc éditeur aux éditions Folio SF. Donc alors Pascal, est-ce que tu veux bien te présenter succinctement s'il te plaît? Bien sûr, oui, Pascal Godbillon, j'ai pas encore 50 ans, ce qui changerait pas grand-chose, mais néanmoins. Donc oui, je m'occupe de la collection Folio SF depuis 2006, donc 15 ans. Et depuis 4 ans, je m'occupe aussi de la collection Lune d'encre chez De Noël en grand format. J'ai commencé à travailler à la Fnac en magasin, en librairie. Pas immédiatement sur le rayon SF, mais assez vite j'y suis venu, puis j'en suis reparti. Après, je suis allé faire une mission au siège, et puis j'ai travaillé définitivement au siège à la direction du livre, avant donc d'arriver en 2006 chez Gallimard pour m'occuper de Folio SF, et puis voilà, ça fait 15 ans, donc je crois que peut-être on est à peu près satisfait de mon travail. Et il semblerait, j'imagine 15 ans, donc tu as vu passer beaucoup de livres, et puis j'imagine des grands titres, des grands noms. Comment tu fais pour choisir? Est-ce que tu es entouré d'une équipe? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu voilà, le parcours, Ouais, ton parcours et puis les coulisses, c'est-à-dire d'accord. le travail d'ensemble entre toi et l'équipe, et peut-être les traductions aussi? D'accord. Ouais, alors donc il y a effectivement des choses assez différentes que l'on travaille sur du poche, donc pour Folio SF, ou sur du grand format Lune d'encre. Alors l'équipe, c'est assez rapide, puisque jusqu'à il y a peu, c'était moi tout seul. L'organisation est relativement aisée, même si parfois j'arrive à faire un peu n'importe quoi, comme pas plus tard qu'hier soir, où je suis parti du travail en oubliant mon ordinateur. Donc évidemment, ce matin, c'est tout de suite pas tout à fait la même chose, mais voilà. Ça arrive. Maintenant, non, ouais, ouais, sur l'organisation, du coup, étant seul, pour ce qui est du poche, la lecture, c'est moi qui l'a fait. À savoir que effectivement, j'imagine qu'on pourrait avoir cette vision d'un d'un éditeur poche qui se contente de regarder le top 20 des ventes et de faire son marché là-dedans. Mmh. Sauf que la réalité, c'est que ça a peut-être un sens quand le top 20 des ventes, il est à 500 000 exemplaires. Or, comme c'est clairement pas le cas, et que les ventes, du coup, sont assez, disons, proches les unes des autres, et que quand on est dans le top 20, on n'est pas si loin du top 50 ni du top 100, etc. Donc ça, c'est plus forcément valable, d'une part. Ensuite, il y a des logiques de groupe, c'est-à-dire que si un roman paraît chez tel éditeur qui a une collection de poche, il est bien évident qu'il va se le garder pour lui si c'est une très bonne vente. Donc voilà, très vite, on est au-delà du top 10, du top 20, du top 30, et du coup, on tombe sur des ventes qui sont moyennes, et qui fait que, quitte à choisir, et comme c'est quand même un peu la philosophie de la collection, c'est-à-dire d'être une bibliothèque idéale des genres de l'imaginaire, même si j'aime pas ce mot imaginaire, mais ça c'est un autre problème. Mmh. C'est le mien d'ailleurs, c'est que le mien en fait. Et bien au final, autant aller lire les bouquins pour savoir s'ils ont un vrai intérêt, et une vraie qualité, si malgré leur qualité, est-ce qu'ils correspondent à ce qu'il y a par ailleurs dans la collection, parce qu'il peut y avoir de très très bons bouquins, mais je me dis, ouais, mais là, d'accord, mais comment je fais pour vendre ça, moi, Folio SF, voilà, donc voilà, il y a plein de critères qui entrent en jeu. Mais après, le premier critère, c'est clairement, je suis un lecteur, donc c'est est-ce que j'ai pris du plaisir à lire ce livre, oui, non. Si oui, sinon très vite,
voilà, c'est sans doute que ce sera pas repris. Et si oui, à ce moment-là, quelle est la raison qui ferait que je le ferais en folio SF? Est-ce que c'est parce que voilà, il y a un concept novateur? Est-ce que c'est parce que c'est une écriture hors du commun? Est-ce que c'est parce que c'est une histoire qui m'a emporté et j'ai pas vu le temps passer? Et du coup, voilà, moi après déjà, j'essaye déjà de penser à comment je vais vendre le livre, comment je pourrais le vendre. Donc clairement, on est sur une logique de coup de cœur. Alors après, il y a coup de cœur et coup de cœur, c'est-à-dire que en publiant à peu près 25 titres par an, entre 25 et 30 titres par an, hein, ce qu'on publie en folio SF, ce qui est à la fois beaucoup et je dirais presque un minimum pour avoir une visibilité dans les rayons. Euh, et ben forcément, on n'a pas forcément 25 méga de coup de cœur sur une année. Bien sûr. Enfin, voilà. Donc il y a des livres où c'est juste peut-être ah ouais, bon, ok, c'est pas mal, ça pourrait être mieux, mais en même temps ça répond à tel autre livre de la collection, donc voilà. Enfin, voilà, voilà. Donc il y a une logique de coup de cœur ou en tout cas d'engouement pour un livre, mais voilà. Après, ça veut pas dire qu'un jour, je sais pas trop dans quelles circonstances, mais un livre que vraiment j'aurais pas aimé, je peux pas le publier. S'il y a une bonne raison, alors c'est assez idiot de dire ça parce que j'ai pas d'idée précise de ce que pourrait être cette raison, mais je sais pas, je sais vraiment pas. Tu veux dire qu'un livre qui te plaît, tu as envie de le défendre? Enfin, moi, je me mets, du Ah coup, bah avec oui. la casquette éditeur, évidemment, moi, je ne peux que publier un livre qui m'a plu, enfin, qui nous a plu, mais bon, au final, c'est moi qui choisis, c'est moi qui dis oui ou non. Mais effectivement, s'il ne m'a pas plu ou que moyennement ou que, tu vois, de manière un peu tiède, alors soit je me dis: «Donc il y a des choses qui sont améliorables, bon, on peut améliorer ça, et puis bon, voilà, roule, ça va s'améliorer et puis on va pouvoir le défendre». Mais c'est vrai que moi, personnellement, je me sens pas de pouvoir éditer un livre dans lequel je croirais que moyennement, voilà. Donc effectivement, il y a cette idée-là. Et j'aimerais que tu précises quand même un aspect peut-être pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément les coulisses du livre. Folio SF, c'est du poche, mais donc tu ne publies, enfin Folio SF ne publie que des livres qui sont déjà édités par d'autres éditeurs. Hein, c'est de la Alors cession de droits. Voilà. Est-ce que tu peux nous ouais, expliquer un peu ça? en théorie oui, historiquement oui, c'est-à-dire que le livre de poche a été créé au départ effectivement voilà pour donner une plus grande diffusion aux ouvrages Mmh. et en l'occurrence aux ouvrages. Bon, à l'époque, on n'appelait pas ça des best-sellers, mais voilà, aux ouvrages qui se vendaient beaucoup. Mmh. Bon, voilà, la condition humaine, l'étranger, etc. Euh, donc, historiquement, oui, le livre de poche a vocation à reprendre des ouvrages qui ont déjà eu une publication en grand format. Il se trouve que pour des raisons que je ne connais pas spécialement et qui relèvent, à mon sens, d'une notion dite de littérature populaire. Il se trouve que beaucoup des collections de SF d'origine ont publié les romans inédits directement en poche. Enfin, la création du rayon fantastique en coédition Hachette Gallimard, c'était des livres, alors pas tout à fait poche, on appellerait peut-être ça semi-poche aujourd'hui. Ouais. Pareil pour la collection Présence du futur. Ça, c'est À quelle l'origine, époque? c'était des romans. C'est quelle On est époque? dans les milieux des années 50. D'accord, Début des années 50, milieu des années 50. d'accord. Et puis derrière la collection Fleuve Noir Anticipation, ben, ce sont des inédits de science-fiction, mais qui paraissent en poche directement. Et Mmh. donc, historiquement, les inédits de SF, on les trouvait en poche. Et je pense qu'effectivement, l'idée, c'était que c'était une littérature populaire. Alors, avec ce que ça pouvait peut-être comporter de péjoratif pour certains, avec ce que ça pouvait comporter au contraire de valorisant pour d'autres, parce que ça voulait dire qui dit, enfin voilà, il y a le populaire, populaire veut dire grande diffusion de fait. Enfin voilà. D'ailleurs, dans les contrats, on parle de collection de grande diffusion. Alors, quand on connaît les ventes de certains ouvrages de poche aujourd'hui, est assez, comment dirais-je,
un peu contradictoire, mais en tout cas, voilà. Mhm. Donc, du coup, voilà, historiquement, le poche, en littérature générale, appelons-la comme ça, était fait pour la reprise de romans déjà parus en grand format. Mhm. Et puis, pour la SF et pour le polar d'ailleurs, il y avait une publication inédite directement en poche. Mais voilà, je pense que c'était cette connotation à la fois populaire dans le sens, c'est des romans de qualité moindre dans l'esprit de certains, hein. Pas dans le mien évidemment. Et aussi des romans qui vont se vendre beaucoup, donc on peut se permettre de les sortir directement en poche. Ce qui a fini par poser un certain nombre de problèmes. Des collections de grand format sont arrivées sur le marché. Bon, il y a eu Ailleurs et Demain, la fin des années 60, etc. Mais malgré tout, le poche a continué à exister en tant qu'entité propre, on va dire, et à faire de l'inédit. Et puis, ça, comme je le disais, ça a causé de plus en plus de problèmes, car d'une littérature populaire, en tout cas dans le sens quantitatif du terme, la SF est devenue une littérature un peu moins populaire, c'est-à-dire avec des ventes qui baissaient, et que du coup, il y avait des problèmes de rentabilité qui devenaient réels. C'est-à-dire que comme c'était aussi une littérature qui était traduite de l'étranger et de l'anglais, de l'anglo-américain, on va dire, massivement, ça rajoutait des coûts. C'est-à-dire que publier un auteur français, vous payez l'auteur français et voilà, vous n'avez pas d'autres coûts. Alors que publier un auteur américain, vous payez l'auteur américain, mais vous payez évidemment, bien entendu, aussi le traducteur, ce qui rajoute des coûts justifiés. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'on va pas demander au traducteur de travailler gratuitement, même si pour certains, et j'entends, c'est un peu le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que ils estiment, et peut-être à juste titre, n'être pas assez payés, mais bon, voilà. Et bah derrière, ça veut dire qu'un livre de poche que vous vendiez, alors on va parler en euros pour simplifier, mais 6-7 euros, inévitablement, si vous rajoutez des coûts de l'ordre de 1 ou 2 euros par livre pour une traduction, hein, c'est des chiffres un peu fictifs, mais inévitablement, ça devient plus difficile de le vendre à 6-7 euros. Alors soit vous augmentez le prix et vous passez à 8-9, avec le risque, et c'est ce qui s'est passé, je pense, pour certaines collections, d'en vendre moins. Qui dit en vendre moins, du coup, devient de plus en plus difficile de rentabiliser les coûts, et donc, soit vous augmentez encore les prix, et soit voilà. Soit c'est un peu un cercle vicieux. Soit effectivement, vous continuez à garder les mêmes coûts, mais vous reniez sur votre rentabilité, et si dans le même temps les ventes continuent de baisser, ça devient difficile. Donc, depuis, je dirais, l'apparition des collections de grand format, donc, ou la généralisation des collections de grand format, on va dire, des années 90, avec la Talente d'abord, la fin des années 90, début des années 2000 avec Prajlon. Oui, Prajlon. Mégos qui a commencé par du poche, puis qui est passé sur du grand format, j'en oublie sans doute, la continuité d'Ailleurs et Demain, etc. Le développement des collections de grand format a fait que, dans une logique de retour en arrière ou de retour historique, le poche est effectivement redevenu ce qu'il avait vocation à être, c'est-à-dire une collection de popularisation des titres qui étaient déjà en grand format et des meilleures ventes. Voilà, qui étaient déjà enfin, en tout cas, aux yeux du public, des best-sellers ou des bonnes ventes du côté anglo-saxon, avec des titres connus, et puis des titres ultra connus. Voilà, je pense à, je sais pas, 1984, etc., Asimov. 1984, c'est un peu différent parce qu'en l'occurrence, 1984 était pas dans une collection de SF, et donc il était en poche dans une collection de littérature. Mais les exemples les plus, dans notre domaine plus particulièrement, évidemment, il y a Dune, qui donc était paru en grand format en Ailleurs et Demain, puis après en poche. Après, il y a pour Fondation, là aussi, l'exemple n'est pas idéal, puisqu'il a d'abord paru au Rayon Fantastique, donc en poche, semi-poche, puis Ailleurs et Demain,
Je savais pas pour Asimov. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est parce que là c'est un peu de mémoire et puis j'étais pas né comme dirait l'autre, mais mais de mémoire c'est quelque chose comme ça. Enfin en tout cas il avait sa vie en présence du futur. C'est on va dire que voilà il a toujours eu une vie entre guillemets de poche. Mais oui voilà c'est à dire que les livres qui ont commencé à être publiés ou voilà ou par exemple dans les années 90 comme Hyperion ou L'échiquier du mal de Dan Simmons par exemple. Donc ils ont d'abord eu une vie en grand format, ils se sont très bien vendus, puis ils sont passés en poche et c'est devenu, on va dire entre guillemets, la norme. Cela étant, une fois que j'ai dit ça, il se trouve que depuis sa création, enfin pas tout à fait dès le départ, mais c'est-à-dire que très vite, le temps de les traduire, en gros, on va dire, il y a eu une politique d'inédit au compte-gouttes en folio SF. Je pense notamment à des romans de Robert Charles Wilson. Il y a eu voilà Thomas Day pour les Français a fait des inédits. Il y a eu des comment dirais-je des je trouve pas le mot mais enfin des romans écrits dans l'univers de Fondation même si c'est pas officiel ou des Princes d'Ambre de Zelazny, voilà des choses comme ça qui ont paru directement en inédit folio SF et c'est quelque chose que j'ai essayé de continuer malgré tout sur les romans anglo-saxons c'est vraiment très difficile parce que donc je me suis limité à des romans très courts. C'était le cas dans la Dèche Royaume Enchanté de Cory Doctorow, c'était le cas de Évadé de l'enfer de Hal Duncan, etc. Ou d'auteurs francophones puisqu'on n'avait pas cette problématique de la parution, enfin de la traduction, du coût de la traduction, du surcoût de la traduction entre guillemets. Et donc voilà. Maintenant sur l'anglo-saxon c'est vraiment très très difficile. Et puis de rentabiliser quoi. Enfin de même un roman de 200 pages. Un roman de 200 pages c'est environ je dirais 4500 ou 5000 euros qu'on va payer au traducteur, enfin bon, disons 5000 en gros. Donc 5000 euros, on peut se dire bah ouais mais 5000 euros il suffit de vendre 5000 exemplaires, bah oui mais ça fait 1 euro par livre en plus, et si je veux pas augmenter le livre d'1 euro, bah, ça veut dire que je perds entre guillemets 1 euro par livre. Oui, sachant que les chiffres de vente depuis 5-10 ans, enfin je sais pas, alors côté poche tu me diras, mais en grand format ça ne cesse de baisser. Hein, on Alors, arrive, voilà. oui, en moyenne je suis pas sûr que ça baisse, mais effectivement disons que globalement on n'est pas sur un niveau qui justifie, enfin qui fait que tu te dis ok mais 5000 exemplaires finger in the nose je vais les faire, Voilà, c'est notamment ça. quand tu fais un roman de Cory Doctorow où c'est un auteur qui alors certes est un peu connu par ailleurs pour son activisme etc mais il y a aucune garantie que tu vas faire un succès, Voilà, que c'est tu ça. vas en vendre 5000. Donc, du coup, ce surcoût de 5000 euros, et encore, je parle de surcoût qui est pas un surcoût, voilà, qui est une juste ou injuste d'ailleurs rémunération du traducteur. Bah, il faut, enfin, il y a un moment, voilà, on peut pas se dire, je vais perdre de l'argent, youpi, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je raisonne. Et donc, du coup, on se pose la question et on s'aperçoit que ça devient compliqué. Et on pourra en reparler aussi, mais c'est aussi le cas pour du grand format. C'est-à-dire que si on a, enfin, il se trouve que le modèle anglo-saxon a favorisé la publication de romans qui vont du très gros à l'énorme, voire à l'énormissime. Sauf que bah, du coup, quand on me dit qu'il faut, pour publier un roman de 200-250 pages, il faut 5000 euros, bah, pour un roman de 500 pages, il en faut le double, donc 10 000. Et puis pour un roman de 1000 pages, bah, il en faut de 20 à 30 000. Donc inévitablement, enfin, c'est de l'argent qu'on paye, qu'on sort. Il faut que quelque part elle rentre, que cet argent, que cette somme, elle revienne d'une façon ou d'une autre. Et si c'est pas le cas, bah justement, il y a un moment où on va pas me garder 15 ans, quoi. On me dit, t'es gentil, mais tu perds beaucoup d'argent, là, c'est pas possible. Donc, en poche, en tout cas, depuis quelques années, je me suis limité, peut-être auto-limité d'ailleurs, mais
à de la publication d'auteurs français et notamment Léo Henry. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est venu de lui. C'est là, il dit moi, et voilà, et ça revient un peu à ce que j'expliquais, à ce phénomène historique que j'évoquais, qui était que moi, quand j'étais gamin, je lisais la SF directement en poche, ça n'existe plus. J'aimerais revenir à ça, faire des trucs un peu pulp, un peu fun, un peu. Et donc moi j'ai dit ok, banco, on a commencé. Et il a fait il avait dès le départ le projet d'une espèce de trilogie des genres avec un roman de SF, un roman de fantasy, un roman fantastique. Et puis donc il a fait le roman de SF en premier, le Casse du Continuum, qui s'est plutôt très bien vendu. Alors je suis pas, j'ai aucune mémoire des chiffres, mais bon, en tout cas il s'est plutôt très bien vendu, suffisamment pour qu'on dise banco pour le deuxième, donc qui a été La Panse, donc plutôt la veine fantastique, et puis qui s'est, je crois, de mémoire un peu moins bien vendu, mais c'est même pas sûr. Mais en tout cas qui a justifié qu'on aille jusqu'au bout, qu'il fasse le troisième, Tessel, qui est un magnifique roman, qui est son roman de fantasy. Et voilà, il y a des voilà, c'est des questions d'opportunité, ça se justifie pas forcément, ça se justifie d'autant moins, j'ai envie de dire, que maintenant en plus voilà, je m'occupe de Lune d'encre, et donc du coup l'inédit, peut-être que j'irais plutôt le garder pour Lune d'encre, mais ou pas, je dirais, parce que ça dépend. Chaque projet pour moi, enfin il y a une adéquation entre ce qu'on publie et une collection. Il y a un moment, il faut être logique. Même si je serais bien en peine de définir la ligne éditoriale de Folio SF, oui, c'est des romans qui sont comme ci, qui sont comme ça, il y a toujours un moment où, malgré tout, je sais voilà, que ça va le faire ou que ça va pas le faire, quoi. Mais que c'est pour Folio SF ou pas. Mais du coup, je m'interroge parce que tu disais tout à l'heure que tu restais longtemps finalement tout seul. Là, je sais pas si tu es entouré ou beaucoup entouré, mais je vois, enfin j'imagine la quantité phénoménale de manuscrits que tu reçois. Là, je sais pas comment tu fais. Tu lis la nuit jusqu'à 2 heures du matin. Tu es, Non, j'imagine, entouré d'un comité de lecture, mais non, pas du tout. enfin. Ça, Alors, sur un seul non. homme, tant de choses, je trouve que ça fait c'est beaucoup. pas non plus, non, enfin, il faut relativiser, c'est-à-dire qu'il y a des romans, bon, comment présenter ça? Non, alors, sur la partie Folio SF, j'ai été tout seul, jusqu'en 2017, c'est-à-dire, enfin, même un peu au-delà, mais c'est-à-dire à partir du moment où jusqu'au moment où j'ai repris Lune d'encre. Là, ça devenait effectivement compliqué parce que tu parles de manuscrits. En réalité, pour Folio SF, j'ai pas de manuscrits à lire parce que les manuscrits que je reçois, je les regarde quand même par acquis de conscience, mais je les regarde et en réalité, si les gens envoient un manuscrit à Folio SF, c'est qu'ils ont justement pas compris à qui ils envoyaient, qu'ils ont envoyé ça un peu, et du coup, c'est souvent pas terrible, quoi. Enfin, malheureusement. Donc ça va relativement vite. Mais effectivement, quand il y a eu la partie Folio Lune d'encre en plus de Folio SF, là c'est devenu compliqué. Donc du coup, on m'a adjoint une personne du côté de Folio SF pour toute la partie administrative, on va dire, et puis un peu éditoriale. Voilà. Donc du coup, il y a toute une partie, notamment la rédaction des contrats, tout ça, qui m'a échappé et qui m'a libéré du temps, effectivement, et en théorie du temps de lecture. Alors c'est pas si simple. Sur la partie de Noël, tu parles de comité de lecture. Alors oui, ça passe effectivement. Les manuscrits sont à envoyer via une adresse mail générique qu'on trouve sur le site de la maison d'édition. C'est aussi précisé ce qu'il faut exactement envoyer, sous quel format, etc. Et donc là, il y a effectivement un premier tri qui est fait par c'est pas une équipe de lecteurs, mais une ou deux lecteurs, une ou deux personnes qui lisent et qui font un pré-tri et qui, s'ils voient qu'il y a effectivement un potentiel, me transmettent. Donc déjà, ça fait un écrémage et je reçois pas finalement voilà les manuscrits qui arrivent jusqu'à moi. Alors ça, c'est les limites de l'exercice. Hein, c'est que ces gens-là, ils lisent aussi de la littérature générale, ils lisent aussi du polar. C'est pas des spécialistes et que peut-être ils vont laisser passer un truc absolument génial. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a plein de maisons d'édition qui ont laissé passer des trucs géniaux parce que pour une maison XYZ. Donc voilà, c'est pas la fin du monde. C'est comme ça. Là. Au final, le livre, il trouve son débouché. Et donc, qui me transmettent après les manuscrits qui potentiellement pourraient m'intéresser ou pas. Et puis au final, ça le fait pas. Sur le français, pour l'instant, j'ai encore pas
trouver de romans publiables, en tout cas par ce biais. Et donc du coup, physiquement, humainement, c'est possible. Ouais, au début, même quand j'étais chez Folio. Au début de Folio, j'ai dit, putain, comment je vais faire? Je peux pas tout lire, Bah non, en fait, c'est vrai, tu peux. Mais j'essayais quand même. Mais non, tu peux pas tout lire. Donc il y a des choses que tu lis, puis il y a des choses que tu lis pas. C'est complètement subjectif. La couverture, le résumé. Enfin, je suis un lecteur comme un autre. C'est-à-dire, il y a un truc. Oh, encore une histoire de zombies. Oh, encore. Et puis je me dis, oh, ouais, non. Et puis d'autres trucs où a priori je serais pas attiré. Et puis ah ouais, tiens, mais je vais quand même le lire. Et puis voilà quoi. Et puis alors pour les éditeurs, il y a les éditeurs. Alors évidemment leur boulot c'est pas de te dire ouais alors celui-là il est nul mais tu verras, tu peux peut-être le prendre quand même. Non évidemment, ils te disent tous que leur livre est génial. Tiens mais vas-y reprends-le en poche, etc. Bon après voilà c'est les relations que tu as quand un éditeur te parle d'un bouquin. Il y a un moment où tu entends le petit mot ou le petit accent qui te fait dire là c'est clairement c'est ce qui s'est passé pour Janu Avera, Jean-Philippe Jaworski par exemple. J'avais à ce moment-là des piles de bouquins, j'étais super en retard, je sais plus trop pour quelle raison, mais c'était l'enfer quoi, je voyais pas comment j'allais m'en sortir. Et il se trouve que donc André-François Ruot, l'éditeur des Moutons les Électriques, me dit ah là j'ai un truc, machin et tout ça, et bon André on se connaît depuis longtemps maintenant, et je sais pas la façon dont il en a parlé, etc. Dès qu'il me l'a envoyé, voilà, j'aurais dû normalement mettre ça tout en dessous de la pile, et là je l'ai lu tout de suite. Un feeling. Ouais. Et ouais, mais de toute façon c'est du feeling. Enfin, quand tu lis un bouquin c'est du feeling. C'est ça. Dans un sens très large, mais c'est du feeling. Quand tu dis ah ça putain ça va cartonner, c'est du feeling, et puis ça cartonne ou ça cartonne pas. Voilà, des feelings où tu te dis ça c'est une pépite. J'en ai eu 4. Sur les 4, il y avait La Horde du Contrevent, le Déchronologue, et de Stéphane Beauverger et Janu Avera. Et puis un 4e qui lui a pas cartonné. Bon voilà, donc 3 sur 4 c'est déjà ça. Mais et puis il y a des feelings où tu te dis ah ouais, et puis ou en tout cas ah non mais ça pourrait le faire, ou voilà, et puis ça le fait pas. Après voilà, tout est affaire de tu sais pas, donc oui. Donc voilà. Donc sur la lecture, effectivement, je suis un être humain, donc je voilà, c'est compliqué. J'essaye de prioriser, j'essaye de faire passer ce qui me semble le plus important d'abord. J'essaye de faire un mix avec ce qui arrive dans les temps. Voilà, premier arrivé, premier sorti, mais pas tout le temps, pas tout. Enfin, c'est complexe, mais j'y arrive. Et puis il faut. Voilà, donc on m'a déchargé de tout ce qui est rédaction des 4e, de couverture aussi, là, sur la partie folio, etc. Mais après, il y a d'autres trucs, il y a les relations avec les CO de service, l'artistique, il faut gérer les couvertures, sachant que chez De Noël, c'est moi qui gère tout seul, et que et que mine de rien, c'est un métier, et que c'est pas forcément le mien, donc je fais ce que je peux, je me débrouille, on s'en sort. Ouais, ça va, je suis occupé, mais en même temps, c'est bon, j'arrive à dormir, je suis pas... C'est bon, je suis pas au bord de me jeter par la fenêtre. Bon, en même temps, je tomberai pas de bien haut, mais ça va. D'accord. Et du coup, tu parlais justement des choses qui sont dans l'air du temps. Et alors, je sais plus, il y a quelques mois, vous avez ressorti donc chez Folio SF Ecotopia, que j'ai relu avec grand plaisir. Et du coup, ça me fait penser à ces questions. Alors, tu sais, dans Géométrie du réel, on aime bien cogiter un peu, réfléchir à tout ça. Et on pense surtout à cette question de créer des narratifs différents, de créer parce que tout ce qu'on écrit, voilà, à force d'écrire des dystopies, on finit par peut-être faire, tu sais, le mythe de la prophétie autoréalisatrice, hein, voilà. Donc, faudrait peut-être aussi penser à écrire des utopies concrètes, comme on dit, pas des utopies complètement hors sol, hein, mais plutôt quelque chose, des récits créatifs. Voilà, je sais pas si ça te parle ce que j'essaie de dire. Oui. Et donc Ecotopia, donc chez Folio SF, apparemment ça a plutôt bien marché de ce que tu disais sur à gauche à droite. Et je me suis dit ça c'est vraiment dans l'air du temps. Et alors l'actualité de ce livre qui a été écrit je sais plus en 75, 74, je sais plus. Ouais, dans ces eaux-là. L'année de ma naissance quoi. Donc en gros autour de ma naissance.
Euh, voilà, je me dis c'est vraiment important et je le demande moi aussi donc aux éditions L'Alchimiste et puis même en tant qu'auteur, j'essaye d'écrire des choses positives qui soient à la fois des anticipations, des prospectives et en même temps je me dis souvent et c'est une discussion qu'on a souvent avec d'autres auteurs que c'est pas évident de faire des utopies Non. concrètes, de créer des nouvelles possibilités, ne serait-ce que par écrit, sans que ce soit complètement débile, niais. Ou voilà, ou pas concret, pas réaliste. Voilà, donc j'aimerais ton point de vue là-dessus et peut-être alors dans la littérature anglo-saxonne, mais aussi dans la littérature française, est-ce que tu Ouais. penses qu'on peut renouveler le genre? Parce que je pensais à Jean-Marc Lény, par exemple, voilà, l'auteur de SF, mais donc quand tu le dis, bon, voilà, alors j'ai rien contre lui, hein, c'est pas ce que je veux dire, je le connais même pas d'ailleurs, mais c'est un peu sombre, hein. Ah, c'est un peu, voilà, tu Ouais, bien refermes le sûr. livre, voilà. Alors, donc, est-ce qu'il y a Bah alors, oui et des, non. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, ouais, pour ce qui est de Jean-Marc, il y a clairement un versant sombre et puis effectivement, de toute façon, ça n'est pas rose. Mais pour moi, c'est très réaliste, hein, ceci dit. Mm. mais je pense qu'il est là le problème. C'est-à-dire que si tu veux être utopique, tu peux pas être réaliste. Enfin, même Ecotopia, qui est un super bouquin, qui est génial, etc. Le, le, le- les fondations sur lesquelles il repose, elles sont pas réalistes 2 secondes. Alors, Enfin, il y a quelque chose qu'il faut noter dans Ecotopia et qui passe relativement sous silence, c'est que le début d'Ecotopia, la genèse d'Ecotopia est basée oui, sur une guerre dont il oui, parle que de loin. Donc, à la rigueur, cet aspect-là est assez réaliste, hein. sur S'il y une avait, guerre, mais qui ne doit pas du tout tourner comme elle tourne dans le roman. voilà, Enfin, mm, voilà, il est évident que si cette guerre avait lieu, Ecotopia dans notre monde n'existerait pas. Et la problématique, ouais, elle est là, elle est que on a un monde autour de nous qui nous montre que l'utopie n'est pas finalement, elle a vocation à n'être que ça, c'est-à-dire une utopie. Enfin, les utopies, que ce soit Thomas More, que ce soit Fourier, que ce soit sur le papier, c'est génial, mais dans la réalité, mm, enfin, très très souvent, malheureusement, les présupposés des utopies mm, sont dans le meilleur des cas idéalistes, dans le pire des cas complètement farfelus. mm. Donc la problématique pour moi elle est là. Et au final, c'est là où Jean-Marc Lily est fort dans AquaTM, c'est que finalement, ok, c'est pas rose, ok, on manque d'eau et ok, on sait bien qu'à terme tout ça va mal finir, mais le roman, il est quand même très optimiste justement sur la capacité, et même si là encore, on peut se poser la question du réalisme, mais bon, ça fonctionne très bien dans le roman, d'un petit pays africain sans le sou à résister à la grosse machine américaine, pour simplifier, on va dire, Mhm. et aux gentils, en gros, de finir par être vainqueur, même si tout ça, c'est des victoires à la Pyrrhus, je pense. Je suis pas d'un naturel super optimiste, donc j'adorerais effectivement publier. Bah non, mais voilà, c'est-à-dire que je préfère le dire parce que, enfin, ce que je dis, ça reste, faut pas le prendre pour argent comptant non plus, mais c'est vrai que je vois pas forcément toujours la vie du côté le plus bright, brillant, le plus rigolard, on va dire. Euh, enfin, voilà, je peux pas dire que j'ai fait de ma chanson préférée la chanson de Monty Python, mais de voir toujours le bon côté de la vie, Mm. mais donc pour moi c'est clair, enfin et la situation actuelle nous montre que c'est clair que l'utopie et en plus on a l'utopie enfin j'ai envie de dire l'utopie il y a plein de gens qui ont des utopies, je pense que les talibans ils ont leur utopie, hein, Ah ils sont oui, en pleine utopie là, tu vois ce que je veux dire, oui. et, Alors, bon bah c'est leur utopie, c'est pas c'est leur, forcément la mienne, mais c'est pas. ouais, c'est leur idéologie. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est leur propre mythe, leur façon de voir le Ouais, mais monde, etc. Ouais. pour moi l'utopie elle est obligatoirement enfin, elle est obligatoirement, sinon dans l'idéologie, au moins dans le mythique, oui. Enfin, Mm. forcément, parce que, enfin voilà, encore une fois, hein, et je suis pas du tout un spécialiste, il y en a de bien meilleurs que moi, mais
Mais une utopie, elle n'est que le reflet des idéaux de son auteur au final. Et c'est le cas de Kallenbach, et c'était le cas de Thomas More, et c'était le cas mais d'ailleurs, peut-être que les dystopies sont le reflet des idéaux inversés de leurs auteurs. 1984, Le meilleur des mondes, nous autres. Donc au final, j'adorerais moi publier plus de romans. Alors sinon utopistes, du moins optimistes. Voilà, c'est ça. Faudrait inventer un nouveau mot, en fait. Je sais pas ce que tu en penses entre dystopie et utopie. Peut-être. Voilà. Alors, ouais, peut-être. Optopie. Non, je sais pas. Non, je suis pas très fort en grec. Je suis pas très fort en grec en plus. Enfin, je suis pas très fort. Je connais rien du tout, surtout. Non, après, pour moi, il y a quand même, sans aller, je suis pas très fort en grec, mais sans aller jusqu'à cette espèce de catharsis. Il y a quand même quelque chose de, pour moi, je n'arrive pas à être pessimiste quand je lis des bouquins comme Les Chroniques du Pays des Mers d'Elisabeth von Arburg, qui est loin d'être une utopie. Enfin, c'est pareil, c'est une utopie. J'imagine que pour certains dans le roman, pour certains des personnages du roman, ils sont dans une utopie, hein, c'est clair. Et ça n'en est pas une. Et en même temps, j'arrive pas à ne pas être optimiste à la lecture de ce bouquin. La lecture d'un truc mais absolument noir et sans espoir, qui est Journal de nuit de Jack Womack, j'arrive pas qui est le journal d'une jeune adolescente dans une Amérique qui est pas tout à fait la nôtre, mais qui ressemble beaucoup, sauf que le président des États-Unis est assassiné à peu près tous les 3 mois, et puis mais on n'en est pas loin, enfin avec des émeutes dans les rues, avec tout un tas. Voilà, et elle va raconter sa vie, découvrir sa sexualité, sombrer dans l'ultra-violence. Et j'arrive pas à ne pas me dire que de tout ça, il sort quelque chose d'optimiste, c'est-à-dire que sans aller jusqu'à la SF mais c'est comme apporteur d'alerte ou lanceur d'alerte ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a ce côté ok, d'accord, ça peut pas être pire. Eh ben allez, ça peut être que meilleur si ça peut pas être pire, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas. Donc finalement, je t'ai dit que j'étais super pas optimiste, mais je suis vraiment un optimiste né en fait à la réflexion. Ouais, non, je sais pas. Évidemment que le monde n'incite pas à l'optimisme, et évidemment que ou non, un pessimiste plein d'espoir, ou je sais pas. Non, le monde est pas fait. Le monde est pas fait pour nous rendre optimistes, mais finalement chacun, enfin, au final, c'est très, voilà, c'est mon côté, finalement, je suis stoïcien, c'est putain, agis sur ce que tu peux agir, et le reste, ma foi, qu'est-ce que tu veux y faire, quoi. Alors, c'est sans doute, appelons ça stoïcien ou appelons ça très égoïste, mais, voilà, bien sûr que tu peux te dire le dérèglement climatique, si je me brosse les dents sans utiliser d'eau, et que je prends une douche, et que je fais ci et que je fais ça. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça enfin, ça va être, enfin, si on fait tout ça, ça restera encore peanuts. Moi, mon idée, c'était de savoir si tu avais des lectures, des tendances que tu voyais se dessiner, d'auteurs qui pouvaient proposer des schémas narratifs un peu différents, qui sortaient un peu du lot. C'est-à-dire que tu vois, enfin souvent on se dit bon bah voilà, des livres comme je sais pas, je vais prendre le gros exemple de 1984. Ça permet de se dire bon ben voilà, c'est un monde que je ne voudrais pas, évidemment par contraste, tu vois. Mais est-ce que aujourd'hui on est capable d'inventer des choses qui soient à la fois réalistes mais aussi empreintes de positif, c'est-à-dire d'imaginer des choses un peu alternatives, justement. Tout à l'heure tu parlais de bon ben voilà, comment être confiant sur l'avenir climatique par exemple, et écrire des choses qui soient à la fois réalistes, etc. Et je me dis souvent que ça peut être intéressant de trouver ça, de trouver des nouvelles propositions, peut-être de réimaginer ce que peut être l'anticipation, la SF, etc. Donc je ne sais pas quel est ton point de vue par rapport à ça. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est trop positif, qui n'existe pas? Pas vraiment. Ben, non, moi, je serais tout à fait pour
pour lire ça, pour publier ça. Non, je trouve que ce serait effectivement très 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 salvateur, très jubilatoire de pouvoir proposer Mmh. une alternative positive. Après voilà, malheureusement ou heureusement, ou en tout cas c'est comme ça, Mmh. les auteurs ils se font jamais que le reflet de ce qu'ils sentent, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils perçoivent, et ce qui et voilà, et on peut pas nier que ce qu'on perçoit autour de nous globalement c'est pas positif. Et effectivement, aller à contrario de ça, c'est sans doute beaucoup plus difficile parce que ça demande effectivement de de passer un cap, de passer un cap dans l'imaginaire peut-être, Mmh. Mmh. pour se dire ok. Et effectivement, comme tu le soulignes, tout en restant réaliste, parce qu'effectivement faire les bisounours c'est possible, mais bon c'est pas voilà. Donc mais enfin voilà, mais il y a plein d'auteurs hein, qui réfléchissent à Mmh. ça, Mmh. et même des auteurs qu'on pourrait imaginer plutôt sombres, etc. Mais enfin voilà, pour moi, quelqu'un comme Léo Henry, il réfléchit quand même à ça, ou enfin toute cette veine d'auteurs qui appartiennent un peu au groupe Zanzibar, qui sont, enfin voilà, enfin même Alain Damasio, même une Sabrina Calvo avec Toxoplasma par exemple. Finalement, elle essaye de, même si au final, je sais pas si le roman est très optimiste ou très pessimiste ou les deux. Mais voilà, elle a essayé de créer enfin voilà, la commune de Montréal, un espèce de souffle révolutionnaire comme ça. Ça, c'est J'ai intéressant. Mmh. pas encore lu son prochain roman qui sort à la rentrée là dans quelques jours, je crois, ou s'il n'est pas déjà sorti. Mais j'ai hâte parce que voilà. Et alors, je sais pas si c'est optimiste ou pessimiste, mais je crois que c'est des gens qui mettent un peu si ce n'est à feu et à sang, enfin en tout cas voilà, mais Disney, alors je sais pas si on peut en être optimiste ou pessimiste, je sais pas quel est le versant qu'elle aura adopté, mais là encore, effectivement, un bouquin dans lequel on fout par terre le méchant américain sera considéré par certains comme optimiste et par d'autres comme pessimiste, ou tu Mmh. vois, enfin, euh, inévitablement, il y a un moment où le point de vue un de l'auteur et deux du lecteur entrent en ligne de compte, et où c'est très dur. Il est sans doute évident que c'est plus dur d'être dans l'optimisme, pour pas utiliser le mot utopie, que l'inverse. Mmh. Mmh. Mais après, moi j'aspire à ça, j'aspire à ce qu'on me propose ça, bien sûr. Mais finalement, t'en vois pas tant que ça, d'après Non, ce que je comprends. non, Bon, non, OK. non, Bon, non, ceux qui clairement nous pas. écoutent, hein, au boulot les gars. Non, clairement pas. Après, c'est toujours pareil. Si, enfin, tu vois, tu peux publier des romans de space opéra. Alors certes, Ah oui, là complètement. encore, ils vont se foutre sur la gueule peut-être, machin et tout ça, mais au final, on est dans des sociétés où finalement le commun des mortels est peut-être pas plus mal loti qu'ailleurs. Enfin, je sais pas. Mmh. 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 La difficulté, c'est ça, c'est rester quand même. Bah, après, tu peux, enfin, dès que t'es dans l'humain, dès que tu restes dans le champ de l'humain, au final, est-ce que tu peux décemment être ou réalistement être dans l'optimisme, je sais pas. Le roman de Romain Lucaso là qui sort Ah oui. Mmh. la semaine prochaine, je serais bien en peine de savoir si c'est un roman optimiste ou pessimiste, mais euh, mais en tout cas enfin, voilà, quand tu dis utiliser une voie narrative autre, clairement là c'est le cas. D'accord. Après voilà, Le titre? chaque lecteur, La Nuit du Faune, pardon. Chaque lecteur, il verra de l'optimisme ou du pessimisme en fonction de. Mmh. Enfin, voilà, on peut forcément y voir du pessimisme vu qu'a priori il y a plus d'humains. Mais enfin, je sais pas. Enfin, d'ailleurs, faut pas en dire trop sur ce roman. Oui, 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 mais Mais en tout cas, voilà, même l'Asium, est-ce que c'est un bouquin optimiste, pessimiste, mais là aussi, il y a plus d'humains. Voilà. Mais du coup, est-ce que l'humain doit être l'avenir inévitable de l'optimisme?
Ah, Ah, voilà, ça vous c'est avez la bonne 4 heures. question. Voilà, oui, c'est ça, vous avez 4 heures. Après, tu vois, je pensais, justement à la Red Team qui a, bon, pour donner les grands axes, vraiment en résumant énormément travaillé pour l'armée. On pourrait imaginer une Green Team ou Ouais, une Blue Team qui travaillerait, je sais pas moi, pour la mouvance écologiste ou oui, voilà, ça pourrait être intéressant, tu vois, 10 auteurs qui planchent sur voilà des plans sur 10 ans, imaginer 10 ans, 15 ans. D'ailleurs, j'avais interrogé Jérôme pour ActuSF, le recueil de nouvelles, comment ça s'appelle? Nos futurs. nos futurs, Nos ouais, c'est ça. futurs, voilà, et qui vient d'ailleurs d'être primé, très intéressant. Alors il y avait des choses positives, des Mmh choses mh. extrêmement négatives dans les enfin dans les projections, Ouais. mais ça serait intéressant, tu vois, d'avoir, 10 auteurs, prolifiques, je sais pas moi, peut-être, Damasio, Bordage ou d'autres, Lucaso, pour, réfléchir à tout ça. Ce serait vraiment intéressant, tu vois, un exercice intéressant. Ouais, mais en l'occurrence, Romain est dans la Red Team, donc au final, D'accord, mais je savais pas. Mmh. c'était juste oui, alors c'était un peu l'argument de certains des opposants à la Red Team de dire: «Mais, pourquoi est-ce qu'on va filer, enfin, pourquoi est-ce qu'on va filer des sous à l'armée, qui va filer des sous à ses auteurs pour imaginer, des moyens futurs de se foutre sur la gueule?» Et puis, les partisans de la Red Team, finalement, enfin, c'est toujours pareil, on peut y voir de l'optimisme, de se dire qu'on est en train de réfléchir à des scénarios pour dans Mmh. 20, 30, 40 ans, éviter telle ou telle catastrophe. Ça veut dire que déjà, on sera toujours là dans 20, 30, 40 ans. Moi, je trouve ça super optimiste, déjà, de base. Donc, Ah mais oui, tu vois, d'accord. Oui, tu euh, places la barre, et effectivement, pourquoi mettre de l'argent là-dedans plutôt que de réfléchir à l'avenir, effectivement, des hôpitaux, à l'avenir de l'éducation, à l'avenir de... Oui, mais là encore, l'optimisme, finalement, il dépend du point de vue. Je pense que du Mmh point de mh. vue Bien sûr. du ministre de la Défense, c'est au contraire une initiative extrêmement optimiste. Mais comme je disais, il y a un moment où j'en viens à être finalement avoir une approche plutôt, alors qu'on pourrait dire si on est voilà politiquement correct, stoïcienne, et si on est franchement objectif, complètement égoïste, qui est que il y a ce que je peux faire et puis il y a ce sur quoi je peux pas agir, quoi. Bien Et sûr. finalement, Maintenant, c'est réaliste ça. Mmh. ouais, mais bon, bah, finalement, les auteurs qui ont participé à la Red Team, ils se sont dit, qu'est-ce que je peux faire pour, ouais, et puis ça peut être aussi de leur point de vue, justement, aussi un moyen enfin, justement, de trouver des voies narratives différentes qu'ils n'ont pas l'habitude d'explorer. Moi, après, effectivement, se dire qu'effectivement, tout ça est dans une optique de guerre, bon, enfin, Je critique pas inévitablement. la Red Team, hein. Je Non, 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 non. précise que c'était juste une idée de comparaison, de faire une Non, non, Red je comprends. Team armée Non, non, mais bien et sûr. Non, Green non, mais Team, bien sûr. voilà, Mais c'était pour moi, c'est leur choix. Mmh. enfin, pour moi, évidemment que ce serait l'idée, et que je parlais tout à l'heure du groupe Zanzibar. Pour moi, on va dire que c'est une espèce de Green Team ou Blue Team ou Black Team, ou je sais pas trop quel Tu serait peux développer d'ailleurs pour, ouais, les alors auditeurs qui connaissent pas? Mmh? en fait, Zanzibar, pardon, c'est un groupement d'auteurs, d'écrivains, d'écrivaines, d'autrices, je sais pas trop, qui regroupe, et d'ailleurs j'en parle en ne connaissant pas tous les participants, donc c'est un peu la honte, mais qui regroupe des auteurs beaucoup autour des éditions La Volte, donc Léo Henry, Sabrina Calvo, Alain Damasio, Catherine Dufour, que les autres me pardonnent, mais voilà. Et donc, ils réfléchissent justement à ce que pourraient être des narrations justement qui soient porteuses, pardon, d'avenir meilleur. Mmh. Et effectivement, qui soient justement, qui soient peut-être dans l'utopie, ou dans l'avenir meilleur, ou dans le Mmh. monde meilleur, etc. Donc ils réfléchissent à ça. J'ai pas encore lu, et j'en ai très peu entendu parler, mais je sais que Stéphane Beauverger revient enfin à l'écriture de fiction, et donc va publier là à la Volte une novella, et je crois qu'elle relève, ou en tout cas pour beaucoup, ou pour partie, de l'optimisme ou de l'utopie. Donc voilà, ils sont clairement dans cette dans cette réflexion que tu évoques
Intéressant. de narrer, d'avoir une narration plutôt, Mmh. voilà, en tout cas, autre, et de réfléchir à des avenirs autres. Mmh. Mais c'est ça. Mais c'est une vraie trahison, hein, ma présentation est une vraie trahison de leur réflexion, surtout qu'ils me pardonnent s'ils m'entendent, mais voilà, pour moi tout ça c'est 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 aussi positif, de se dire que voilà, les auteurs ont un peu la même envie que toi, donc Oui, je pense qu'il y a une mouvance derrière. Je pense c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et peut-être que c'est une manière aussi pour l'homme de se réinventer face aux défis qu'on a là aujourd'hui. Bon, on peut nécessairement se demander s'il faut pas, voilà, creuser et imaginer demain de manière vraiment différente pour pouvoir poser des actes ensuite qui soient voilà, différents, plus conscients, plus renouvelés depuis un espace intérieur et un imaginaire, une créativité différente, quoi, tu vois, renouvelée, quoi. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que toi, tu as une vision un petit peu de la SF française, peut-être SF, même SFFF, c'est-à-dire fantasy? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un renouveau chez les auteurs français? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton point de vue là-dessus? Ça sera peut-être le mot de la fin d'ailleurs. en termes de nouveaux auteurs, ou Nouveaux en termes de auteurs, nouveaux thèmes, les nouvelles deux, façons nouveaux thèmes, d'écrire. nouveaux auteurs, puisque D'accord. souvent les nouveaux thèmes sont portés par des auteurs, donc nouveaux ou pas d'ailleurs. Ouais. Alors sur les auteurs, clairement, effectivement, il y a depuis quelques années un renouveau avec plein de nouveaux auteurs qui apportent, alors pas forcément des thématiques nouvelles, mais en tout cas qui trouvent des petits biais pour en proposer des choses, pour proposer des choses un peu différentes, et en tout cas avec une vraie, enfin je trouve qu'il y a une vraie régénération, et que effectivement je parlais des auteurs tout à l'heure, de Damasio, Beauverger, Jaworski, et ils ont en tout cas créé une émulation et en tout cas une motivation chez plein d'auteurs, et donc c'est évident que année, tous les ans il y a au moins une ou deux nouvelles plumes passionnantes, ou en tout cas où on se dit ouais, il va falloir le suivre. Et quand je dis une ou deux, c'est peut-être trois ou quatre, je sais pas, c'est pas Mmh mh. limitatif, mais clairement, voilà, des gens, alors qui sont apparus il y a quelques années maintenant, mais comme Estelle Faye, comme Stéphane Plateau, comme Fabien Chirouti, Oui. et puis maintenant, un peu plus récemment, des gens comme Grégory Dareza, ou encore plus récemment Thibault Latil-Nocola, ou là récemment encore chez Mnemos, Oriane Velten. Chez Folio SF, on a organisé un concours, donc là on était clairement sur de la nouvelle plume, puisque c'est des gens qui n'avaient jamais publié. Et voilà, et donc on a publié ce roman inédit, donc de la gagnante, Chris Vuklisevich, et clairement, c'est quelqu'un dont j'attends avec impatience le nouveau roman, parce que voilà, elle a, je sais même pas quel âge elle a, enfin, elle a 25 ans, 26 ans, et elle sait déjà très bien ce qu'elle veut faire, qu'elle m'en veuille pas si je l'ai vieilli ou rajeuni, enfin bon. Euh, et ça, c'est intéressant. Quelqu'un comme Thibault Latil-Nicolas, voilà, il arrive, finalement, il a un premier roman, il dit, moi, je voulais pas faire, voilà, les fantaisies de 500 pages, 600 pages, 800 pages. Voilà, il a un premier roman qui est dense, qui est court, mais qui fonctionne à fond. Et puis derrière, bah voilà, il développe son monde. Donc, et du coup, il fait finalement ce qu'il voulait pas faire, c'est-à-dire une trilogie, mais en même temps, il le fait de manière intelligente. Et donc voilà, c'est tous ces gens qui ont une réflexion assez fine et assez précise de ce qu'ils veulent faire, c'est passionnant. Et tout ça, on le doit effectivement. Enfin, moi, je crois qu'on n'a jamais vraiment manqué de talent en France. Ah non, oui. Et voilà, et si on remonte encore les Johan Elliott, les Xavier Mauméjean, les Catherine Dufour, enfin la génération de Nemos encore avant. Après, j'avais l'impression que si tu veux, dans les années 80, 90,
on lisait beaucoup de SF anglo-saxonne. J'avais l'impression que, Ouais, tu vois, il y avait vraiment une grosse place pour la SF anglo-saxonne et que bon, la SF française était un peu le parent pauvre, en tout cas mal représentée. Et ça veut pas dire qu'on n'avait pas des talents, au contraire, moi je le pense. effectivement, à cette époque, c'est vrai, je sais plus qui, si c'était Roland Wagner ou Heyerdahl, ou qui parlait enfin, c'était la génération perdue, c'est-à-dire que le seul débouché pour un auteur français, c'était le Fleuve Noir Anticipation, et c'était des bouquins qui vivaient 1, 2 mois, 3 mois grand maximum et qui disparaissaient après. Hmm. Et pourtant, c'est effectivement là qu'on commençait, justement, Roland Wagner, Heyerdahl, Serge Lehmann, je vais en oublier, mais voilà, enfin, des auteurs qui effectivement, enfin, avaient un vrai talent. Et sans oublier, alors pour le coup, ils appartiennent peut-être pas forcément à cette génération, mais Jean-Claude Dugnac. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les années 80-90, peut-être ils avaient moins de visibilité. Mais peut-être que cette visibilité, elle correspond aussi à l'apparition d'Internet et tout ça. Ah oui. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était plus facile d'avoir une visibilité à la fin des années 90 et au début des années 2000 que dans les années 80 où la seule visibilité que tu pouvais avoir, c'était finalement les pages critiques d'un grand quotidien ou d'un magazine, ou la télé ou la radio, et où du coup, effectivement, la SF avait du mal à pénétrer ce plafond de verre, si on veut ou quoi. À partir du moment où la communication a pu se faire par l'internet, par ce biais, et c'est aussi à ce moment que correspond la disparition finalement des fanzines papier. Enfin Oui, voilà, oui, pour moi oui. il y a un vrai lien, et finalement peut-être que cette visibilité elle est due à ces nouveaux médias. J'en sais rien. Après, faudrait qu'il y ait un C'est historien de la complexe parce SF. que oui, puis il y a aussi La Talente, Brajlon, etc. Enfin, Tout à qui fait, ont joué aussi à cette ouverture. Voilà, c'est vrai, c'était c'est vrai. c'est dans, Tout mais ça est concomitant en effet. ouais, voilà, ouais. Bon, bah écoute, est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin? Je sais pas moi, proposer une lecture d'une parution prochaine ou qui vient d'avoir lieu. Mais écoute, je m'aperçois que dans les talents récents, j'en ai oublié un qui pour moi est vraiment là aussi, enfin, qui a une vraie réflexion sur ce qu'est la fantasy, sur ce qu'il fait, etc. C'est Patrick Dulnay qui a publié le cycle de Sif, donc au Diable Vauvert. Et là, en fait, dans 15 jours, on sort le tome 2 de son cycle, en même temps que le 3 qui paraît au Diable Vauvert, qui est très attendu. D'accord. Et voilà, et c'est quelqu'un qui a vraiment réfléchi à ce qu'il voulait faire comme fantasy, et qui a créé son monde, son personnage, qui sait exactement d'où son personnage parle, etc. Et nous, lecteurs, on est pris et on attend de savoir, et on le saura pas avant peut-être le tome 5, 6, 7, je sais pas trop ce qu'il a prévu D'accord. pour Sif, mais voilà, et il a souvent été comparé à Robin Hobb, voilà, Ah oui. mais il y a ça, enfin voilà, il y a cette volonté de faire monde Hmm. tout en n'étant pas coupé. Enfin, on en revient même si voilà, même s'il y a des choses très sombres dans ces romans, mais on en revient à cette idée que voilà, il n'est pas coupé de notre monde, c'est-à-dire qu'il raconte dans son monde de fantasy des choses qui sont en prise directe avec notre monde, et moi je trouve ça passionnant. Donc voilà, D'accord. c'est un des beaux succès de ces dernières années, grâce au travail du Diable Vauvert, et nous voilà, on l'a repris en poche, et Patrick, voilà, clairement, c'est aussi une des dernières voix. Et c'est très triste parce que je vais avoir oublié plein d'auteurs qui vont m'en vouloir à mort, Oh non. mais c'est très difficile. La prochaine fois qu'on me fait une interview comme ça, il faudrait que j'ai la liste de tous les auteurs que je dois citer pour oublier personne. Mais en même temps, c'est plutôt bon signe. C'est aussi la preuve que, comme tu dis, on manque pas de talent, quoi. Mais alors, clairement pas. Et ça, c'est bien, c'est très positif. De toute façon, on mettra, enfin, je mettrai donc des petits liens dans la description Super. du podcast, de tout ce qu'on a cité. Voilà, bah écoute, Pascal, c'est le moment de se dire au revoir. Donc, Écoute, au revoir. Merci à toi pour ce très agréable entretien. bah écoute, merci à toi. Et puis, bon, je vous dis à tous, salut.